Mesdames, Messieurs, chers républicains, bonjour, bienvenue sur le plateau de Place de la République, le seul magazine d'actu, de témoignages, de retours d'expérience consacré à vos beaux métiers de l'immobilier d'entreprise et de l'environnement de travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir sur mon plateau d'accueillir Frédéric Sauvageau. D'abord, un plateau 100% féminin, je tiens quand même à le faire remarquer. On m'aurait dit ça il y a 24 ans, quand j'ai démarré à l'ARCEC, j'y aurais pas cru. Donc, bravo, mesdames, et bravo pour la profession. Frédéric Sauvageau, directrice de la qualité de vie au travail du domaine immobilier et des espaces de travail chez Orange. Frédéric, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à toutes. Bienvenue, je ne vais pas présenter Orange, 137 000 salariés, 5 millions de mètres carrés de surface immobilière, 2 millions de mètres carrés rien qu'en tertiaire. Oui, tout ça baisse un petit peu. Ah, ben tiens, on va en parler pendant la revue de presse. Ensemble, on va évoquer un sujet hypersensible dans les environnements de travail, le bruit et comment le traiter. Très vaste sujet. Cynthia Rouilly, bonjour Cynthia. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Donc, tu es directrice Workplace Immobilier et Développement Durable chez Deezer, Deezer leader français des plateformes musicales en streaming. Un streaming et pas que. On crée pas mal d'expériences autour de tout ça. Et pas que. Alors ensemble, on va parler de plein de choses. D'abord, je dis que vous gérez 5 sites, 600 collaborateurs, donc 500 sur le siège parisien. Et on va aborder un autre sujet d'actualité pour les directeurs de l'environnement de travail, la réorganisation des sites pour s'adapter évidemment à la baisse de fréquentation qui découle du développement du télétravail, entre autres, mais principalement, et là encore, un vaste sujet toujours d'actualité. Ensuite, Lucie Paladino. Bonjour Lucie. Bonjour Lionel. Bienvenue. Workplace Lead chez Alan. Tout à fait. Alors Alan, c'est une société d'assurance, mais aussi de prévention de sa santé physique et mentale. On va en reparler. 650 000 membres, 23 000 entreprises clientes. Et je suis très heureux parce qu'on va parler culture d'entreprise avec Lucie. La façon dont l'environnement de travail participe à ce développement de la culture d'entreprise, c'est un sujet assez peu traité. Donc ravi qu'on puisse l'aborder aujourd'hui. Et enfin, Fanny Chevalier. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Responsable environnement de travail chez Colliers International France, un des leaders du conseil immobilier évidemment en France et dans le monde d'ailleurs, également spécialiste de la conception et de l'aménagement des espaces de travail. 19 000 personnes dans le monde, en France 5 sites, 3 sous bail, mais 2 que vous avez choisi d'héberger en coworking, on pourra en reparler. Et ensemble on va parler de la fermeture des sites le vendredi. Vous savez, ça a été à la mode avec la sobriété énergétique. On s'est dit qu'il fallait fermer le site le vendredi. Vous avez fait ce choix en 2022. On va voir le bilan que vous en tirez après presque Avec plaisir. 2 ans d'expérience. Tout ça, c'est tout de suite. Et c'est dans Place de la République. Et nous nous retrouvons avec Frédéric Sauvageau, donc directrice de la qualité de vie au travail du domaine immobilier et des espaces de travail chez Orange. Frédéric, si on a historiquement d'abord parlé du sujet du bruit dans les espaces de travail, c'était surtout dans les espaces de production, dans les usines. Historiquement, c'est le bruit des machines, des équipements de production qui intéressaient et qui suscitaient l'attention. Aujourd'hui, avec l'ouverture des espaces de bureaux, le sujet c'est vraiment invité dans le monde du travail tertiaire depuis déjà pas mal d'années. Alors, il est régulièrement évoqué comme une des principales nuisances, sinon la nuisance majeure au bureau. Et toi, tu as choisi de t'en saisir très rapidement après avoir été nommé chez Orange. Pourquoi ? Alors déjà parce que c'est un vrai sujet de santé publique. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé nous alerte beaucoup à ce sujet et le met comme deuxième cause, après tous les sujets autour du climat dont on parle beaucoup mieux. C'est un sujet dont on n'a pas complètement conscience parce que finalement il reste encore relativement invisible. On en parle un petit peu mais on ne le prend pas forcément dans toute sa globalité.
et notamment parce qu'on l'aborde surtout sous un aspect technique, Oui. et une réponse technologique au bruit. Oui. Et on ne l'aborde pas suffisamment sous l'aspect en fait de la perception humaine et du ressenti humain. Et c'est là où en fait c'est toute la subtilité du sujet, hein. C'est que le bruit peut avoir un impact par exemple sur le sommeil. Si ça a un impact sur le sommeil, ça a un impact sur la concentration, ça a un impact donc sur la productivité, sur l'efficacité. Oui, bien sûr. On remarque de plus en plus en fait dans les environnements de travail des personnes qui peuvent être plus repliées sur elles-mêmes, qui ont plus de mal à communiquer. Et on voit que dans le mode de travail hybride, en fait, le bruit est de plus en plus prend de plus en plus d'importance en fait dans les espaces, parce qu'en fait l'humain par définition a du mal en fait à s'adapter très rapidement à des différences de bruit, et ça commence à être beaucoup plus pointé du doigt. Et ça hache le travail. On dit qu'il faut, j'avais entendu ça, parce que c'est vrai qu'il faut 20 minutes, une fois qu'on est interrompu ou par du bruit, etc., pour retrouver sa pleine concentration. Alors c'est vrai, parce qu'en fait le fait d'avoir une voix audible à proximité peut déconcentrer, mais tout ça, ça va être une perception différente, puisque le bruit que nous faisons nous-mêmes n'est pas perçu de la même façon par la personne ou les personnes qui sont autour de nous. Oui. Le bruit a aussi un impact sur l'audition. Et il y a à la fois des causes en fait qui vont être objectives au bruit, notamment la perte d'audition ou plus d'ailleurs, mais il va y avoir aussi des effets, par exemple sur le fait d'être beaucoup plus stressé, d'être plus anxieux, même s'il peut y avoir d'autres facteurs. Et puis il va y avoir des causes plus subjectives qui vont être liées à l'environnement. Oui, c'est ce qu'on appelle, j'interromps parce que ce qu'on appelle un peu la psychoacoustique, non? J'avais entendu parler de la psychoacoustique, grosso modo, quand un bébé pleure, on n'a pas le même ressenti quand c'est le nôtre ou quand c'est celui d'un autre. Alors oui, ça peut être un des exemples. En fait, la psychoacoustique, elle va être à la frontière entre la perception et le ressenti, qui est de l'ordre de la psychologie, et la mesure physique du son qui va être de l'ordre de l'acoustique. Oui, oui. Et c'est vrai que dans le bruit, et notamment dans les espaces de travail, on a une grande tendance à apporter une solution technique au bruit. Le bruit va être traité notamment avec des références normatives ou réglementaires, mais ça ne va pas forcément supprimer la gêne. Ça suffit Et pas. en fait, le sujet de la psychoacoustique, c'est de s'intéresser à la perception auditive et au ressenti individuel. Oui. Et cette perception, pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'en fait, le bruit, ce n'est pas juste une question de performance technique, ce n'est pas juste une question de décibels, mais c'est aussi une question des individus et donc des personnalités. Tu l'as mis en œuvre à travers ce que tu as appelé un parcours sonore. Donc je voulais que tu me parles quand même du parcours sonore. Oui, parce qu'en fait, le parcours sonore, il va s'intéresser donc aux individus. Les individus ont des besoins, ils ont des besoins personnels, ils ont des besoins psychologiques. Dans ces besoins psychologiques, par exemple, il va y avoir des personnes qui vont être plus introverties, des personnes qui vont être extraverties. Il y a les neurotypiques, les neuroatypiques. Et donc, en fait, nous formons tous individuellement des profils différents et nous avons des ressentis différents. Donc, l'approche psychoacoustique et au travers le parcours sonore s'intéresse en fait aux personnalités, mais s'intéresse aussi à l'organisation, s'intéresse au contrôle. Vous vous intéressez aux flux, par exemple, à tous les flux dans l'entreprise. Oui. Voilà. Et vous avez 7 fondamentaux, hein, je crois. Oui, parce qu'en fait, la réflexion, elle est basée sur les fondamentaux sensoriels. Voilà. Donc, ça va être un travail sur l'interfonctionnement entre les espaces, ça va être un travail sur les flux, parce que ça permet de répondre à des besoins d'ordre osmologique. Oui. Ça va être un travail aussi sur la couleur, sur les contrastes, la qualité de l'air. Et ça va être un travail, en fait, sur différentes ambiances sonores
sonores qui vont répondre en fait à des fonctionnalités, des besoins différents auxquels la technique ne peut pas répondre, notamment des besoins de concentration ou des besoins tout simplement de baisser sa charge mentale, par exemple. Alors on va voir quelques exemples hein, dans les images qui défilent derrière toi. J'avais une dernière question un petit peu à les provoque, parce que quand on demande quand même aux salariés, je pense que vous avez tous fait le constat, quel serait l'espace de travail le plus propice pour eux? Qu'est-ce qui arrive en premier? Le bureau fermé, cloisonné, mon bureau à moi, mon espace à moi. Donc finalement, peut-être le moyen de traiter ces problèmes sonores, ce ne serait pas de recloisonner tout simplement? Alors, ce n'est pas forcément une question de recloisonnement. On est dans une évolution sociétale, une évolution des modes de travail. On travaille à la fois à distance, on travaille à la fois en physique. À un moment donné, on a besoin aussi d'avoir des espaces qui soient occupés. Et donc, c'est vrai que les entreprises sont plus vers une optimisation de la ressource pour répondre à la fois aussi à des enjeux environnementaux, peut-être économiques, mais aussi sociaux et sociétaux. Et donc, l'environnement dynamique ou le flex office, c'est la réponse actuelle qui semble répondre à l'ensemble des critères. Pour autant, on voit bien que cet aspect en fait du privé et du collectif, il se rejoint de plus en plus, mais il se rejoint aussi dans notre vie. Hein. L'hybridation, c'est pas qu'en entreprise, c'est toute la société soi, hein. Et c'est aussi chez soi. Oui. Donc voilà, c'est pas forcément aller vers un recloisonnement qui changera les choses. Merci beaucoup, Frédéric. Et donc, on continue ce talk avec Cynthia, oui, directrice Workplace Immobilier Développement Durable chez Deezer. Cynthia, on t'a connu aussi avant chez Ubisoft. Chez Deezer depuis quand d'ailleurs? Presque 2 ans. Voilà. Ubi, 22 ans. 22 ans. Oui, ça fait long. Incroyable. Alors Cynthia, donc je le disais, Deezer a été confrontée, mais finalement comme toutes les entreprises hein, et les organisations, à une baisse de fréquentation de ces sites à la suite évidemment du développement du télétravail. Quelle est la situation cette rentrée 2024? Quels sont les niveaux de fréquentation aujourd'hui sur vos sites? Est-ce que vous réussissez d'ailleurs à les stabiliser? Ça a été un de mes premiers travail quand je suis arrivée chez Deezer, c'était justement de vérifier si on occupait correctement notre site ou pas. Et donc, on a commencé par réaliser assez basiquement des statistiques qui nous ont permis de voir qu'un peu comme partout, on a pas mal de monde le mardi, mercredi et le jeudi, beaucoup moins le lundi et le vendredi. Néanmoins, donc on a, je crois, à peu près en moyenne 60% de présence dans nos locaux et 80% les 3 jours du milieu de la semaine. Donc peut-être un peu trop de bureaux, mais on manque beaucoup de salles de réunion et donc au final, ça s'équilibre assez bien. Et c'est surtout... beaucoup ça. Hein. Voilà. Mais et le vendredi, j'imagine, beaucoup moins de monde. Beaucoup moins, ouais, je crois qu'on est à 20 ou 30% en moyenne. Voilà. Et donc c'est vrai que sur ces sujets de réorganisation des espaces de travail, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent les entreprises fonctionnent en village, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, enfin en tout cas pour nous et dans les entreprises où je suis passée, on ne fait pas du flex office en totalité, on mélange toutes les équipes. Et au final, si je prends les pics de chaque équipe, si toutes ces équipes venaient en même temps, tous ces villages, on remplit le bâtiment. Dans la réalité, ça n'est pas le cas. C'est jamais le cas. C'est jamais le cas, sauf que si on retirait des bureaux à tout le monde pour respecter des pourcentages moyens, on se retrouverait probablement avec des jours où on aurait trop de monde et donc ça peut créer des difficultés, en tout cas pour les collaborateurs. Toujours ce fameux pic de fréquentation qu'il faut trouver et bien évaluer. Alors, vous avez réorganisé du coup votre siège social à Paris, justement, pour vous adapter à cette baisse de fréquentation. Quelles modifications est-ce que vous avez choisi d'apporter? Alors déjà, premièrement, on avait une répartition des équipes qui ne correspondait pas à leur manière d'échanger. Donc, on a fait un gros travail avec nos directeurs, avec les 3 plus hauts niveaux de management qui représentaient assez bien leur équipe pour comprendre... Il y a eu un vrai investissement de direction dans le projet. Oui, vraiment, c'était en fait la demande venait de leur part. Important. Donc voilà, donc on avait un premier sujet de proximité des équipes, on avait des équipes qui étaient éclatées ou de proximité entre équipes. Et donc on a essayé de positionner des équipes à des étages pour qu'elles communiquent mieux entre elles. Et surtout, on a essayé d'équilibrer. Je pense qu'au global, on n'a pas vraiment un problème de
de mètres carrés en trop, on a essayé d'équilibrer la place qu'on attribuait à chaque village. On avait des équipes entières qui avaient beaucoup trop de place, d'autres pas du tout assez, donc ça créait beaucoup de frustration. Et donc c'est vrai que depuis qu'on s'est organisé, il y a une forme d'équilibre. D'accord. Voilà. Et La réorganisation a porté sur quoi? Donc du coup, il a fallu diminuer le nombre de mètres carrés alloués aux postes individuels pour développer justement ces espaces de collaboration. Alors c'était l'objectif, et donc c'est tout le travail qu'on a fait, tenter de faire. On a présenté à la fin un projet où on avait moins de bureaux et plus d'espaces de réunion, et quand on s'est retrouvé au moment de lancer, là tout le monde s'est accroché à son bureau. Finalement, je préfère avoir mon bureau que d'avoir plus d'espaces de réunion. Donc résultat, je crois qu'on était à 500 postes, on est passé à 520. Échec total de l'idée de départ. Ah oui, d'accord. Donc voilà. La cible, finalement, a augmenté. Exactement. On a quand même essayé de traiter le sujet des salles de réunion et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal d'optimisations qui étaient possibles sans en recréer. On avait beaucoup de salles privatisées pour des équipes, on les a toutes fait sauter. On avait des salles de petite taille qui n'étaient pas réservables. On les a rendues réservables. Donc, à part les cabines acoustiques, tout est réservable dans les locaux. On a un outil de réservation qui est très simple à utiliser. Et donc là, le gros travail qu'on va faire à la rentrée, avec un peu de gestion du changement, et donc on va prévenir en plusieurs fois, on va faire sauter toutes les réunions du calendrier des équipes pour leur donner des nouvelles règles, comme prendre des salles de la bonne taille par rapport au nombre de personnes qu'on est. Penser par exemple à ne pas réserver le vendredi. Le vendredi, on n'a presque personne, donc on se retrouve à ceux qui sont là essaient de réserver une salle de réunion et finalement ils n'en trouvent pas alors qu'il y a de la place. Donc voilà. C'est du vécu. Exactement. On voit tout à fait. Alors, un mot quand même aussi sur l'attractivité, le rôle de l'environnement de travail sur l'attractivité et la fidélisation, parce que je vois passer beaucoup d'enquêtes sur les attentes des jeunes générations vis-à-vis de leurs conditions de travail. Alors, le salaire arrive toujours évidemment assez haut, mais les conditions de travail, l'environnement de travail est de plus en plus cité en deuxième, troisième, parfois même en premier, par les jeunes générations dans le choix qu'ils font notamment entre deux offres. Par exemple, entre deux offres d'emploi. Et donc, je voulais avoir ton avis, Cynthia, sur le rôle que peut jouer justement l'immobilier de l'environnement de travail dans cette attractivité, notamment vis-à-vis des jeunes générations. Okay. Ce que je dirais, donc là, ça fait à peu près, je pense, 12 ans que je travaille sur les sujets workplace et immobilier. Et puis, il y avait pléthore d'offres, faire des espaces à la demande selon les usages, etc. Et finalement, que ce soit les services aux collaborateurs ou l'immobilier, je suis pas mal revenue au basique. Sincèrement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'entre deux offres à peu près équivalentes, un jeune va choisir une implantation géographique pour que ce soit pratique, y aller rapidement, etc. Des choses comme, ça a l'air tout bête, mais des locaux propres. Mais des fois, les basiques, l'accès à la lumière naturelle. L'accès à la lumière, exactement. Un nombre de salles de réunion suffisantes, un poste de travail confortable, des écrans qui vont bien. Et tout ce qu'on a pu proposer dans le passé, où j'ai rencontré pas mal de boîtes d'aménagement. Je trouve qu'il y a beaucoup de superflu. Et finalement, je pensais par exemple douche, salle de sport, des choses pratiques en fait, et pas forcément si nombreuses. Revenir au basique. Voilà. Merci beaucoup, Cynthia. De rien. Le talk, on continue avec Lucie Palladino, Workplace Lead chez Alan. Lucie, la période Covid a remis, on en a beaucoup parlé sur le devant de la scène, la recherche de sens, la quête de sens dans le travail. C'est vrai que l'impact des engagements de l'entreprise, de sa culture sur l'engagement des salariés, sur aussi le choix des candidats, parfois même entre deux offres d'emploi, est apparu dans beaucoup d'enquêtes. On a beaucoup parlé aussi sur les plateaux. Du coup, je voulais qu'on en parle ensemble, mais pour bien comprendre, quelle est la culture d'entreprise chez Alan, comment est-ce que tu la qualifierais? Je la qualifierais d'assez novatrice, encore aujourd'hui. Et pourquoi? Il y a une histoire derrière aussi, parce que Alan, société d'assurance, je l'ai dit au départ, qui s'intéresse à la santé, à la prévention, mais créée pas par n'importe qui. Créée par Jean-Charles Samuel et Charles Gorintin, qui ont fondé Alan il y a 8 ans maintenant. Oui. C'était la première assurance française à être agréée pour faire de l'assurance santé depuis 1986. Donc on est arrivé dans un marché qui était assez ancien, où on a révolutionné beaucoup de choses et les premières choses qui ont marqué nos clients, nos utilisateurs, ça a été la rapidité de remboursement, l'utilisation d'une application qui était extrêmement fluide par rapport à ce dont on avait l'habitude. Oui.
Et puis depuis le début, l'ambition, c'était de devenir le partenaire santé de centaines de milliers, de millions d'Européens et de personnes dans le monde. C'est ce qui est en train de se réaliser. Et un grand catalyseur pour cette ambition aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qu'on utilise beaucoup. Et oui, et pourquoi l'intelligence artificielle, particulièrement chez Alan? Parce que vos fondateurs, on les connaît déjà, ils ont créé une société. Alors ils ont contribué à créer une autre société jeune et très connue qui s'appelle Mistral AI, qui est une pépite européenne de l'intelligence artificielle. Et pourquoi ça nous concerne, nous? Alors déjà, Alan s'appelle Alan en partie en référence à Alan Turing, qui est un des pères de l'intelligence artificielle, pour le dire de façon très simplifiée. Absolument. Et ensuite, depuis le début, le principe d'Alan, la façon dont on fonctionne, c'est de mettre au service de nos utilisateurs, de nos membres et de la santé de nos membres, la technologie. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, la technologie, c'est beaucoup l'intelligence artificielle pour nous, avec tout ce qu'on peut déployer pour que le service client soit plus fluide, pour que l'expérience jusqu'au bout soit, et pour que le conseil médical soit le plus performant possible. Du coup, on voit apparaître à l'écran les prérequis de cette culture, la communication écrite, la confidentialité, la culture de l'apprentissage continu, c'est ça? Alors, ce sont 3 des piliers, mais il y en a d'autres. Effectivement, c'est ceux-là qui, pour moi, permettent de faire fonctionner et d'avoir fait décoller l'intelligence artificielle, pas seulement pour le service client ou pour la réponse médicale, mais aussi dans le travail quotidien de nos équipes. Effectivement, un des piliers de notre culture, c'est la transparence radicale. La transparence radicale, pas juste transparence. C'est-à-dire, pourquoi radicale? Pourquoi radicale? Parce que tout ce qui peut légalement être disponible de façon transparente et partagé de façon transparente l'est. D'accord. Et en fait, ça exclut très peu de choses. Comment ça se traduit très concrètement? Le truc qui marque les gens quand ils viennent voir nos bureaux à Paris, c'est que toutes les salles de réunion, on en a peu, on pourra en parler éventuellement, mais toutes nos salles de réunion sont vitrées. Y compris la boardroom, qui est intégralement vitrée. Et dans la boardroom sont discutés, évidemment, les chiffres les plus importants, les décisions les plus importantes de l'entreprise. Et tous les salariés voient et entendent potentiellement ce qui se passe dans cette boardroom. Il y a rien de confidentiel et ça n'est pas un sujet puisque le contenu de ce qui est présenté au board est disponible avant pour les salariés, pendant, et les commentaires qui sont faits par le board sont disponibles après de façon intégralement transparente. Donc ça se voit quand on marche dans nos bureaux. Donc là, tu as donné un exemple de traduction, par exemple, dans l'environnement de travail. En quoi est-ce que cet environnement de travail, cet immobilier, il peut soutenir et accompagner cette culture d'entreprise? On en parlait avant à différents moments, mais aujourd'hui, ce que recherchent beaucoup de salariés, et notamment des jeunes, qui sont une grande partie de nos 613 salariés aujourd'hui, on vient au bureau pour collaborer, pour voir des gens et pour être dans un environnement à la fois performant, qui est toujours notre mission numéro 1 en workplace bien sûr, mais aussi un environnement de travail agréable et qui permet de se réunir, de se voir. Et dans une culture comme la nôtre qui repose beaucoup sur l'écrit, sur l'asynchrone et donc qui nécessite peu de temps de connexion d'équipe, le fait de pouvoir le faire très facilement et d'être dans des lieux qui le favorisent, on sait que c'est quelque chose qui est énormément recherché. Donc concrètement chez nous, dans notre bureau parisien, un autre truc qui frappe, c'est que quand on se promène dans les open space, c'est très silencieux. Et je pensais à ce que tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est organique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction à parler dans les open space, il n'y a pas de panneaux qui disent silence, mais naturellement, les gens sont concentrés quand ils sont à leur poste de travail et ils sont dans l'excellence qu'on leur demande et qu'on exige d'eux, dans une forme d'intensité de concentration. Et quand ils veulent collaborer, avoir un échange, on a beaucoup de mètres carrés dédiés à des espaces collaboratifs où il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de desk. Et ça peut frapper, on a presque 50% de nos superficies de bureaux parisiens où il n'y a pas de desk. C'est incroyable. Est-ce que c'est pas une des techniques, Frédéric, finalement, pour lutter contre peut-être ces nuisances sonores, que de faire exactement ce que vient de dire Lucie, c'est-à-dire, en fait, souvent, c'est parce qu'on n'a pas les espaces nécessaires, ou pas en assez grand nombre, ou pas adaptés pour collaborer. Alors, c'est vrai qu'il faut des espaces qui répondent à différents besoins et différents critères. Donc là, ça peut être un des critères, bien évidemment. La transparence est une chose, mais pas que, parce que, par exemple, le sujet du bruit aurait besoin d'être mieux traité avec le visuel. Et ne serait-ce, par exemple, si tu es introverti, parfois tu as le sentiment d'être exposé au regard des autres. Donc ça peut ne pas répondre à un certain besoin.
En même temps, c'est sûr que sur la transparence de la culture et le fait que finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui devraient être confidentielles dans une entreprise, ça peut répondre à un certain nombre de problématiques qu'on a dans les espaces ouverts qui sont liées à la confidentialité. Un sujet, c'est justement pour les introvertis, est-ce que tu as eu des retours justement de personnes qui trouvent ça gênant? Cette ouverture et cette transparence. Alors oui, bien sûr, c'est des discussions qu'on a déjà eues. Il se trouve que de façon générale, j'ai l'impression, là c'est une impression aussi nourrie par des discussions avec nos salariés, que c'est une culture qui convient bien à des personnes très introverties, voire des personnes qui peuvent être neuroatypiques, parce que l'écrit met tout le monde au même niveau. On n'a pas, donc les décisions se prennent toutes à l'écrit chez Hélène, ce qui est aussi un point culturel fort. Ce qui veut dire qu'il y a des réunions. Les réunions, c'est pour se parler, c'est pour réfléchir ensemble, c'est pour réfléchir, penser, construire. Mais les décisions, elles se prennent toujours à l'écrit. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt favorable à la diversité des profils qu'on peut avoir, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui parle plus fort, il n'y a pas quelqu'un qui parle plus, il n'y a pas quelqu'un qui tape du poing sur la table. Et puis ça permet bien sûr de garder les choses dans le temps, et ça aussi c'est quelque chose qui va venir favoriser l'intelligence artificielle, puisque toute la connaissance elle est écrite, et les IA elles adorent ça, de pouvoir aller chercher dans de la ressource écrite et historique. L'environnement de travail au service, en soutien, en traduction de la culture d'entreprise. Voilà, on l'a eu en live avec Lucie Paladino chez Alan. Merci beaucoup Lucie. Merci beaucoup. Et sur notre beau fauteuil, on continue notre talk avec Fanny Chevalier, responsable environnement de travail chez Colliers International France. Fanny, en 2022, Colliers a fait partie de ces entreprises pionnières, hein, je le disais en présentation, qui ont décidé de fermer leur bureau le vendredi, avec entre autres un objectif de plus grande sobriété énergétique. Rappelez-vous, c'était le moment où on ne parlait que de ça, la fameuse sobriété énergétique. Quasiment 2 ans après, là, hein, parce que je crois que c'était quand ça... On a commencé en novembre 2022. Novembre 2022, donc on y est bientôt 2 ans. Quel bilan est-ce que vous pouvez tirer finalement de cette expérience? Alors chez nous, c'est un bilan plutôt positif. C'est vrai que historiquement et à l'origine, ça faisait partie du plan de sobriété énergétique. À la fois le gouvernement demande aux entreprises de faire des économies d'énergie, mais on a aussi un groupe qui, d'un point de vue international, s'est engagé. Je crois qu'on a un moins 60% d'économie d'énergie à faire sur les scopes 1 et 2 d'ici 2030. Donc c'est quand même un objectif assez ambitieux. Ça va arriver très vite. Et donc ce plan de sobriété énergétique, un des points était de fermer les locaux le vendredi, parce que comme je crois que c'est toi qui l'avais dit, le vendredi, 15% de fréquentation. Voilà. Donc c'est un bâtiment à la fois qui ne vit pas, on n'était pas en capacité de le fermer de manière isolée, juste quelques étages. C'est un peu un tout ou rien, surtout c'était 2500 m² sur nos bâtiments à Levallois-Perret. Et donc, on a pris cette décision de fermer le vendredi en offrant des solutions quand même aux collaborateurs qui ne peuvent pas télétravailler de chez eux ou qui ne veulent pas. Si on veut quand même pouvoir se retrouver. Eh bien, on peut, et même ils peuvent se retrouver, puisque j'ai eu quelques effets de bord très intéressants. On leur offre une solution de prendre des espaces dans des coworking. D'accord. Donc, ils ont droit à 2 jours par semaine. Ça correspond finalement à notre charte de télétravail. Donc, si leurs 2 jours de télétravail, ils veulent les passer dans un coworking, ils peuvent. S'ils veulent les passer avec leurs collègues dans le même coworking, ils peuvent. Au final, est-ce que ça a beaucoup désorganisé le fonctionnement, cette fermeture? Alors, il faut aussi dire, c'est pas que la fermeture donc, des sites que vous avez en propre, c'est aussi tous les sites. Hein. Il y en a en coworking aussi. Oui. On a 3 sites sous bail, on a 2 sites qui sont hébergés dans des coworking. Et les sites qui sont hébergés dans les coworking, effectivement, de toute façon, le coworking, il est ouvert, je peux venir. Mais ils ont décidé, c'est les collaborateurs qui ont décidé de jouer le jeu au même titre que tous les autres collaborateurs et d'essayer un maximum d'être en télétravail ces jours-là. Et ça va désorganiser trop de travail? Alors, ce que ça désorganise plus, on va dire, c'est la livraison du courrier, des colis, des échantillons, puisqu'on on a une très belle matériothèque pour tous nos concepteurs d'aménagement et que les échantillons et les colis arrivent toujours et que des fois on a du mal à récupérer les échantillons qui auraient dû arriver le vendredi. Effectivement, c'est un sujet puisqu'on ferme
complètement, on est monolocataire, donc on n'a pas d'accueil dédié. Donc il faut avoir une solution. Sur la partie efficacité énergétique, le bilan. Le bilan, moi j'avais estimé avec un certain talon incompressible qu'on devrait faire environ 7% d'économie d'énergie en fermant le vendredi. Oui. On a fait 15% d'économie d'énergie au niveau de la France entière. C'est pas neutre du tout. Surtout en 2023 où le prix du kilowattheure a été multiplié par 3. Oui. Donc moi, on fait le calcul. Ça m'intéressait, hein, je ne faisais pas ça pour faire... on n'a pas fait des économies financières, mais on a fait... Par contre, on doit se geler le lundi. Alors, pas forcément. En fait, c'est comme le télétravail. Tout ça s'organise, se planifie. On surveille beaucoup la météo. On surveille beaucoup la météo parce qu'effectivement, un bâtiment qui est arrêté, alors on n'a pas éteint tous les chauffages, on les a juste mis au minimum, mais c'est un bâtiment qui va se refroidir, qui va avoir une grande inertie de reprise. Donc effectivement, on fait redémarrer le chauffage, pas le lundi matin, on le fait redémarrer le dimanche midi. Ça, c'est bien. Et si le week-end a été froid, on va le faire redémarrer un peu plus fort. Très bien. Et effectivement, les jours où on se rate, c'est un lundi matin très froid. Donc des fois, avec des collaborateurs qui ont pris l'habitude de décaler leur arrivée plutôt le lundi, ils arrivent peut-être le lundi midi, au lieu d'arriver le lundi matin. Et puis avec une petite couche en plus, avec un petit gilet en plus. Voilà, mais ça se passe bien. Très bien. En tout cas, très intéressant, très bon retour d'expérience. 15%, on le note. Est-ce que vous avez d'autres projets du même type, des tests un peu avant-gardistes comme ça ? Alors, des tests, on en fait toujours chez Colliers. En plus, on a une cellule recherche et développement. Et, c'est le cœur de métier. Voilà, c'est les cœurs de métier. Et on organise même en interne une session de ce qu'on appelle la Petite Fabrique, qui est un programme intrapreneurial qui permet aux collaborateurs de se saisir de sujets divers, qui peuvent même être très loin de ceux sur lesquels ils travaillent, et puis pour monter des projets un peu en mode start-up. Ça peut être des outils qu'on va garder en interne pour nous ou des solutions qu'on va pouvoir développer et commercialiser pour nos clients. Et on fait à peu près une session tous les 18 mois. Et pour l'instant, on a 2 produits qui sont sortis. On en a 2 qui sont plutôt des outils qui sont en train d'être finalisés. On attend nos prochaines sessions avec impatience. Génial. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, on sait ce qu'il faut faire pour gagner 15% d'économie sur sa facture d'énergie. Et puis, si on a besoin, on viendra en parler avec Fanny. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous le savez, Place de la République, c'est l'émission témoignage, certes, mais c'est aussi l'émission actu de votre écosystème immobilier, environnement de travail. Donc, c'est l'heure de l'actu avec la revue de presse de notre rédac-chef préféré, Alexandre Foatelli. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Voilà, on est ravis de te recevoir. Alexandre, que s'est-il passé ces dernières semaines dans notre écosystème immobilier environnement de travail? Eh bien écoute Lionel, il s'est passé beaucoup de choses et d'abord ce qu'on a appris c'est que les entreprises cèdent beaucoup moins leur immobilier. Alors c'est JLL qui nous l'apprend dans un de ses derniers rapports. Les externalisations immobilières par les entreprises ont représenté simplement 456 ventes pour un volume de 18,4 milliards d'euros en 2023. Et ça fait suite à 5 années consécutives où on dépassait le seuil des 25 milliards. Donc on le voit bien, une sacrée diminution. Comment est-ce qu'on peut analyser ça? Alors on sait que le marché immobilier quand même est à l'arrêt. Immobilier tout court d'ailleurs, résidentiel comme tertiaire et d'entreprise. Mais les entreprises se délester, comme on disait, de leur immobilier. Qui est encore propriétaire de beaucoup de sites ou de patrimoine? Quelques-uns, mais de moins en moins. Mais de moins en moins. Donc la tendance était plutôt de se délester. Qu'est-ce qui peut expliquer un petit peu ce recul? Après, ça dépend si les entreprises ont à la fois des baux en location et des bâtiments en propriété. C'est vrai qu'il y a quand même un recentrage qui se fait, une réoptimisation des surfaces. Il y a un sujet de réduction de l'empreinte immobilière. On a évoqué tout à l'heure les réductions des coûts d'énergie. Les mètres carrés, ça coûte cher aussi. Et donc, l'optimisation se fait peut-être plus sur des bâtiments propriétaires pour ceux qui sont propriétaires.
du coup il y a peut-être moins de ventes, et moins sur des bâtiments en location. Ouais. Je disais aussi que peut-être c'est moins intéressant aujourd'hui le marché étant. C'est ce que j'allais dire, c'est que vendre dans la aujourd'hui. mesure, voilà. C'est ça aussi, il y a une certaine dévalorisation aujourd'hui des biens immobiliers et un bien qui était vendu à un certain niveau encore l'année dernière, aujourd'hui ne vaut plus autant et le propriétaire tente peut-être d'attendre une meilleure opportunité pour repartir dans... Oui, les chiffres Imostat nous disent que le prix moyen en mètre carré vendu du mètre carré de bureau en Ile-de-France, il baisse depuis quelques années. Donc peut-être qu'ils attendent pour pouvoir repartir. Est-ce que c'est ton analyse aussi, Alexandre ? Oui, exactement. C'est ce que JLL décrit dans son rapport, avec quand même une perspective plutôt à la hausse pour 2024. Donc voilà, on verra ce qu'il en sera pour l'année prochaine, s'il y aura des jours meilleurs pour les vendeurs. Super. Allez, on continue avec un rapport, le rapport de l'Institut Gallup. Sur l'engagement des salariés, et figurez-vous que les résultats, de manière très étonnante, sont accablants pour la France. Eh bien oui, c'est un rapport qui est paru juste avant l'été et qui nous apprend déjà que l'année 2023 a été marquée par un coup d'arrêt de la progression de l'engagement des salariés et même un recul du bien-être qu'on observe partout dans le monde en moyenne. Et bien pour ce qui est de la France, effectivement, tu l'as dit, les résultats sont assez accablants puisque le degré d'engagement, c'est tout simplement le plus faible relevé sur le continent européen avec seulement 7% et c'est même l'un des plus faibles au niveau mondial. Au monde, un des plus faibles, 7%, ça te surprend Moi, ça ne me surprend pas parce que déjà les 7%, même si c'est peut-être pas le pourcentage exact, ça fait des années qu'on dit qu'à chaque fois qu'il y a le rapport Gallup, la France est un peu à l'arrière. 5, 6, 7%, et puis il ne faut pas oublier que l'environnement de travail au sens large, c'est le miroir de la société. Donc compte tenu d'un contexte qui reste assez incertain dans le monde et en France, sans rentrer dans le détail, ça fait partie des sujets. Et puis il y a le vrai sujet de la flexibilité, dont on parle peut-être pas encore suffisamment, mais c'est un sujet là aussi signaux faibles qui peut jouer sur la productivité et l'engagement surtout des collaborateurs sur leur envie de rester ou pas dans l'entreprise où ils sont actuellement. C'est un ensemble de choses. Fanny ? Et après, je sais que Colliers étant une entreprise internationale, on fait régulièrement aussi une enquête du coup internationale d'engagement de nos collaborateurs. On n'a pas tout à fait ce résultat-là en France, on a quand même un peu mieux. Mais en France, quand à la question êtes-vous fier de travailler dans cette entreprise, en fait, on ne va pas forcément répondre on est fier, on est heureux de travailler, on est heureux de faire ce qu'on fait, mais on n'est pas forcément fier de l'entreprise pour laquelle on travaille. Ah oui. Alors que dans les pays anglo-saxons, ils vont être beaucoup plus fiers. C'est les cheerleaders vraiment, et on l'est beaucoup moins en France. Mais est-ce que c'est vrai au final, Il y a aussi, on dit souvent les anglo-saxons, ils sont plus démonstratifs, mais en fait, ils sont plus fiers. Donc tout dépend au niveau de l'enquête Gallup de comment est mis ce point de fierté finalement dans l'importance de cette envie de travailler et de l'engagement du salarié. Tout dépend comment c'est calculé. Effectivement, en France, on n'est pas chez Colliers, on n'a pas la meilleure note. On n'a pas non plus la plus mauvaise. Ah oui. Oui, d'accord. Mais supérieur aux 7% qu'on voit là. Oui, largement. Très largement. Vous faites ce suivi, Lucie, Cynthia, est-ce que vous avez un suivi de l'engagement des collaborateurs? Vous leur demandez leur avis, Lucie? Oui, on le demande à des moments clés de la vie du salarié. On le demande régulièrement et on le demande à des moments clés. Et peut-être de façon étonnante, mais un des moments que je trouve intéressant, moi, c'est quand les gens quittent l'entreprise. C'est quelque chose auquel on a un rapport que je trouve assez sain aujourd'hui. Et quand les gens partent, ils ont de longues discussions bien sûr et une dernière où on va vraiment explorer ces sujets-là et où on va toujours chercher à identifier s'il y a des causes liées au sens très large à l'environnement de travail, aux conditions de travail qui ont pu
causer ou en tout cas contribuer à la décision de partir quand c'est la décision du salarié. Et ça, je trouve que c'est des choses qu'on analyse beaucoup aujourd'hui, qu'on regarde d'année en année et qui sont très riches. Bien sûr, on analyse aussi le ressenti pendant que les salariés sont dans l'entreprise. Oui. C'est des sujets qui nous sont chers, bien sûr pour nos salariés, mais aussi pour nos clients. Oui. Et en fait, la culture nourrit notre produit, qui nourrit notre culture sur ces sujets-là. Donc nous, on accompagne nos salariés et nos clients sur des problématiques de santé mentale, d'absentéisme au travail, de bien-être au quotidien, de prévention santé, d'accompagnement de retour de congé parental, autant de sujets sur lesquels on est très investi et on suit beaucoup ce que vont être les conséquences sur la qualité de vie au travail pour nos équipes. Ouais. L'engagement, enfin, c'est primordial. Aujourd'hui, on sait que les entreprises ont du mal à recruter. La fidélisation, c'est central. Quelqu'un qui part, et c'est bien de faire ce que Lucie explique. Hein. On faisait pareil chez Ubisoft, je trouvais ça intéressant aussi. Après, je pense qu'aussi, la fierté d'être dans une entreprise, ça dépend aussi beaucoup du produit qu'on vend. Moi, j'ai été chez Ubisoft et Deezer, donc c'est quand même on a des gens hyper engagés. Fans de jeux vidéo pour la première et de musique. C'est presque communautaire. Exactement. Et donc je pense que peut-être parfois ils font un peu l'impasse sur d'autres choses tellement ils sont passionnés. Surtout les jeunes qui arrivent. Après quand on vieillit, on devient plus compliqué et plus exigeant, mais donc voilà. Alors, je sais que tu as interviewé Anne-Céline Bossier, directrice immobilier et services généraux du groupe de réassurance Score. Et j'aimerais bien que tu fasses un retour sur cet échange que tu as eu. Effectivement, alors on apprend plusieurs choses. Alors Score, c'est une entreprise à présence mondiale, présente dans 28 pays à travers le monde, qui mène tout un tas de chantiers. Ça a été l'occasion pour elle d'affirmer une conviction qui est que les directeurs immobiliers avaient, selon elle, un rôle à jouer dans l'évolution des bureaux au travers de leurs demandes. Elle donnait simplement un exemple tout bête dans certains pays d'Asie, notamment au Japon, où la culture veut qu'on rend les bureaux totalement vides avec tout le mobilier, toute la décoration retirée. Et elle a demandé récemment, dans un appel d'offres à ses brokers, de lui trouver des bureaux qui n'étaient pas comme ça. Voilà, pour essayer justement d'impulser de nouvelles pratiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue ? J'en parlais hier avec un de nos potentiels futurs sous-locataires, puisqu'on fait le choix de grandir dans notre immeuble de bureau parisien, d'y prendre des plateaux supplémentaires pour y accueillir dans un premier temps des sous-locataires qu'on choisit, dont Mistralaï, dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Et avec là un autre sous-locataire avec lequel on discute, on parlait de comment on fait pour éviter l'écueil classique de on va faire défaire ce que le locataire sortant a fait, ça va être cassé, ça va être remis au propre par le bailleur, puis nous on va venir faire des travaux et potentiellement le sous-locataire va refaire des travaux ou de l'aménagement. Ouais. Comment on réduit le tout à la fois pour le temps mais aussi pour l'impact écologique et dans une intelligence commune. C'est une discussion qu'on a beaucoup en ce moment et je trouve ça, je sens que c'est quelque chose qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on n'aurait certainement pas pu avoir il y a quelques années ou pas dans les mêmes termes. Après, j'imagine qu'il y a une question de volume. Évidemment. J'imagine que Orange peut avoir plus d'impact pour faire évoluer peut-être aussi les promoteurs, les constructeurs et les aménageurs. C'est plus directement mon sujet, mais c'est sûr que dans une époque où on parle beaucoup d'économie circulaire, ça fait partie des points qui sont beaucoup regardés. Et déjà, il y a quelques années, même si c'était spécifié que quand tu rendrais ton immeuble, tu avais tout à remettre comme à l'initiale, après, ça faisait déjà partie d'une négociation avec le bailleur à partir du moment où les installations venaient apporter du positif, du plus, et donc de la valorisation à son patrimoine. Évidemment. Et donc au bâtiment. Ce qui pouvait être retiré, c'était éventuellement des installations qui étaient spécifiques à un locataire et notamment qui pouvaient peut-être avoir des enjeux liés à sa sécurité ou des choses comme ça. Mais finalement, des bâtiments qu'on rendait complètement à nu, il y a déjà quelques années, on en parlait beaucoup moins, même si c'est toujours un gros travail après le déménagement de pouvoir avoir fait le nécessaire pour que le bâtiment puisse être rendu dans les cadres du contrat de bail qui était signé. À l'état d'origine. Oui. Bon, on va pas faire le débat. Et ça fait sûrement partie des évolutions aussi des baux et qui ont, avec des tendances accélérées suite à tous ces sujets environnementaux.
Alors, on parle aussi de mode de travail dans notre revue de presse, Alexandre, avec une étude sur les modes de travail en Europe. Est-ce que, là encore, la France est mauvaise élève? Alors non, cette fois-ci on s'en sort plutôt bien. C'est effectivement Parella qui a mené une étude, qui a interrogé 2800 collaborateurs à travers l'Europe. Oui. Et on y apprend notamment que le télétravail, il est aujourd'hui largement répandu. Et pour le coup, la France, au même titre que les Pays-Bas et l'Allemagne, fait plutôt partie des bons élèves, en tout cas ceux qui ont le plus adopté ce mode. En revanche, ce qu'on y apprend aussi, c'est que la semaine de 4 jours, elle fait son chemin dans les esprits, avec des scores assez élevés, entre 56 et 76% en fonction des pays étudiés, ce qui indique quand même une réception généralement positive par les salariés. C'est clair. On en parle de la semaine de 4 jours? Alors, finalement, chez Colliers... Oui, mais quand on travaille, nos prestataires... C'est pas tout à fait la même chose. Vous avez fermé les bureaux, mais les gens travaillent. On a des prestataires qui opèrent les bureaux, les équipes de ménage, effectivement. Et effectivement, eux sont passés à la semaine de 4 jours. Notre partenaire qui est Château Forme Inside a fait passer ses équipes à la semaine de 4 jours et ils en sont très contents. D'accord. C'est la semaine de 4 jours ou c'est la semaine en 4 jours? En 4 jours. En 4 jours. On fait les 5 jours, mais en 4 jours. Ils font leurs 35 heures sur 4 jours. Oui. Les enfants très contents. Et ils en sont très contents. Ça leur donne à loisir qu'ils n'ont pas c'est pas des métiers éligibles au télétravail en plus. C'est vrai. Donc le fait de pouvoir effectivement avoir cette journée, eux, ça leur fait leur journée où ils peuvent avoir quelques rendez-vous personnels, médicaux et s'organiser en semaine quand il y a encore des choses ouvertes, alors qu'effectivement sur les postes ouverts au télétravail, on a un peu plus cette liberté de le faire le jour où on est en télétravail. Oui. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui dans vos entreprises, Lucie, Cynthia, Frédéric ou même... Non, pour l'instant. Non. Pour l'instant. Ça a été discuté chez nous. Ça a été discuté. Ça a été discuté. Le choix a été fait de ne pas le proposer pour le moment, parce que c'était potentiellement presque moins intéressant que la liberté qu'on a aujourd'hui, qui repose sur la transparence dont on parlait, sur la grande confiance qui est accordée aux collaborateurs. On a une flexibilité qui est très grande, avec le choix du lieu de travail, depuis le télétravail complet, en passant par le bureau tous les jours et des espèces de coworking partout en France, en Belgique, en Espagne. Les horaires de travail sont flexibles également, mais le tout vient servir une grande intensité, un sens de l'excellence qu'on demande au quotidien. Et donc le réglementer différemment aurait potentiellement privé certaines personnes qui aujourd'hui sont dans une organisation qui leur convient très bien, où ils travaillent 5 jours par semaine, mais où ils prennent 2 heures par jour pour faire du sport ou pour faire quelque chose d'autre qui leur convient bien. On a décidé de continuer à construire cette flexibilité-là et de la laisser à la disposition des 600 et quelques salariés, plutôt que d'aller contraindre paradoxalement, là où pour d'autres entreprises c'est une évidence que c'est quelque chose qui viendrait ajouter de la flexibilité. Chez nous c'est moins une évidence. C'est intéressant comme retour d'expérience. Pas de sujet 4 jours pour le moment. Nous on a des collaborateurs qui bien sûr le demandent, mais j'ai le même sentiment que Lucie, que le télétravail permet beaucoup de flexibilité. Puis quand j'entends 35 heures en 4 jours, finalement, peut-être qu'on est content au départ et qu'on a un sentiment d'avoir du temps. Et au final, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça sur le moyen terme. Oui. En tout cas, on ne l'a pas testé. Très bien. Bon. Parfait pour ce sujet. Avant-dernier sujet, l'année record pour l'immobilier d'enseignement. Dans cette grisaille de l'immobilier d'entreprise et résidentiel, eh bien, il y a une éclaircie avec l'immobilier d'enseignement, Alexandre. Eh bien oui, parce qu'il y a une hausse continue des effectifs étudiants dans l'enseignement privé. Et c'est Knight Frank qui nous rapporte que près de 89 600 m² ont été loués ou acquis par des écoles sur l'ensemble de l'année 2023. C'est une performance qui est supérieure de 35% quand même à la moyenne des 5 dernières années, donc c'est assez important. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que ce segment il commence à représenter une opportunité de transformation pour les actifs de bureau, obsolètes, on en parle régulièrement. Oui. Ainsi, ce sont au total 28 opérations de transformation de surface supérieures à 1000 m² en locaux d'enseignement qui ont été recensés depuis 2019. Et oui, la transformation, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a presque 5 millions de mètres carrés vacants, rien qu'en Île-de-France. Rien d'espace tertiaire, de bureaux vacants. On va devoir quand même se poser la question de ce qu'on fait
de ces nombreux immeubles. Alors, on en entend tous parler de la transformation en logement. On sait que ce n'est pas si simple. Il y a quand même de plus en plus d'opérations. Mais évidemment, on ne va pas tout transformer. Donc, peut-être qu'une des solutions, c'est aussi de se tourner vers l'enseignement. Et puisqu'on parle d'enseignement et de classe, de salle de classe, on va parler des traquances. Voilà, ce néologisme qui mélange le travail et les vacances. Où passer ces traquances en 2024 alors moi j'ai bien une petite idée, mais on va d'abord t'écouter Alexandre et on verra ce qu'en pense d'ailleurs nos invités. Eh bien oui, dans son baromètre annuel Work from Anywhere, IWG a donc évalué des villes du monde entier à travers 10 critères pour établir un palmarès. Eh bien écoutez, cette année, c'est Budapest, la capitale hongroise qui arrive en tête. Des yeux extrêmement surpris. Voilà, Budapest qui domine le classement avec une note de 75 sur 100 et qui devance Barcelone et Rio de Janeiro qui sont ex-aequo à la 2e place. Quant à Paris, on figure à la 20e place avec un 67 sur 100. Ouh, ça fait mal. Alors, quelles sont vos destinations favorites pour passer des belles traquances, Fanny? J'évite les traquances. C'est mieux d'être en vacances. Oui. Ouais, Voilà, d'organiser ses vacances, de dire que nous ne sommes pas là. Ça permet de faire un vrai break. Pas de traquances. Pas de traquances, surtout que moi, tout au long de l'année, dans mon périmètre, j'ai aussi l'alarme qui se déclenche le week-end, il m'appelle. J'ai déjà un certain nombre de sujets, donc on essaye d'organiser des vraies vacances. Adepte des traquances? Pas personnellement, parce que mon métier nécessite d'être au bureau le plus souvent. Mais beaucoup de salariés d'Alan le pratiquent et le font en général de façon assez auto-organisée, très autonome. Et récemment, j'étais avec une partie de notre équipe belge à Bruxelles qui me disait que depuis des années, ils louent la même maison, une vingtaine de nos commerciaux louent la même maison dans le nord du Maroc, je crois, et font du surf, du travail la journée, du surf en fin d'après-midi, des repas partagés le soir, et ça a l'air de leur convenir très bien. C'est jeune. Marrakech fait une belle remontée au classement. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Moi, je découvre. J'avais le sentiment que c'était un mot nouveau, mais qu'il n'était pas mis en pratique autour de moi. J'ai l'impression que les collaborateurs vont plutôt dans des maisons familiales. Voilà, et donc c'est pas vraiment des. C'est pas ça les traquances. Les traquances, c'est quand on en profite pour. Voilà, et je suis assez d'accord avec toi. On essaye de séparer. À titre personnel, je ne suis pas pour. On essaye de séparer vacances et travail. Non, ça fait pas partie de mon œuvre dans télétravail, donc j'ai pas. C'est vrai que c'est orange. Mais par contre, si toutefois je devais travailler en étant en vacances, si j'avais cette possibilité-là, moi, ne serait-ce en France, j'irais bien à l'île d'Oléron en Bretagne et profiter de la mer à la fin de ma journée de travail, ça m'irait très bien. Et par contre, c'est vrai que les salariés qui ont la possibilité ou qui ont une autre deuxième maison peuvent déclarer dans leur avenant de télétravail une adresse principale. Donc, par exemple, Île-de-France ou Paris, s'ils habitent en Île-de-France, et une résidence secondaire qui devient leur maison de télétravail. Après, il y a un pourcentage à respecter, etc. Mais ça fait partie, il y a 2 adresses possibles. Par contre, il n'y a pas d'adresse à l'étranger. Dommage. Il peut y avoir peut-être pas déclarer les traquances à Miami. Voilà, comme ça, vous le saurez. C'est sur ces parfums de traquances que nous concluons l'émission. Merci beaucoup à vous 4, Fanny, Lucie, Cynthia, Frédéric. Merci. Et évidemment aussi à notre rédac chef préféré, Alexandre. Alors, il y a une autre belle destination où passer de belles traquances. Je veux bien sûr parler de Deauville. J'espère vous retrouver aux Imo Days et aux Work Days les 5 et 6 novembre. C'est à Deauville. Très beau programme d'atelier. On parlera flexibilité des espaces immobiliers, éco-responsable, intelligence artificielle, inclusion, le fameux décret tertiaire, qui doit payer les travaux. Oh là là, plein de sujets, plein de débats. Et puis on passera un très bon moment, comme toujours. Rejoignez-nous les 5 et 6 novembre. Ce sera The Place to Be. Et puis bien sûr, rendez-vous très vite pour le prochain numéro de votre magazine Place de la République. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.